Le gouvernement israélien a donc levé le voile hier sur une nouvelle opération militaire. Une conquête, le mot est employé, totale de la bande de Gaza, accompagnée du déplacement massif de sa population vers le sud de l'enclave. L'annonce est claire, brutale, assumée. L'opération inclut une attaque de grande envergure et le déplacement de la plupart des civils hors des zones de combat. Des propos qui ont fait vivement réagir hier la communauté internationale et qui ont fait dire ce matin au Hamas qu'il ne voyait plus l'intérêt de négocier un cessez-le-feu. On va décrypter dans l'info du jour cette nouvelle étape de franchie avec notre invité Belling Nabli. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes professeur des universités en droit public, auteur de Relations internationales, droit, théorie pratique aux éditions Pénon. On va retrouver dans quelques instants Claire Duhamel en Israël et Rami Abou-Jamous à Gaza pour évidemment prendre le pouls en cette journée. Mais d'abord, cette question. Benyamin Netanyahou affirme désormais publiquement, officiellement, son plan, cette vision et cette conquête de Gaza. Il y a le mot qui a été lâché hier. Est-ce que pour vous, c'est une étape qui a été franchie ? Peut-être oui au niveau des mots employés, mais certainement pas dans la logique qui anime le Premier ministre israélien, en ce sens où la séquence est marquée au minimum depuis le 7 octobre par la prévalence d'une logique de violence, du rapport de force favorable à Israël. Donc, à partir de là, il y a une forme d'hubris qui s'exprime, qui se manifeste du côté de l'armée israélienne, qui ne voit pas ni de limite politique, ni de limite militaire, finalement, à cette dynamique offensive. Et à partir de là, effectivement, c'est assez... il y a une logique implacable à voir évoluer le discours et les actes israéliens dans le sens de ce qu'on pourrait appeler un expansionnisme, tout simplement, alors qui se vérifie à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, et même au niveau régional, au sud du Liban et désormais au sud de la Syrie. On va effectivement notamment évoquer ces frappes en Syrie qui inquiètent beaucoup les communautés syriennes. Mais l'usage de ces mots, conquête de la bande de Gaza et puis aussi la présence pérenne des Israéliens sur le territoire palestinien. C'était peut-être évoqué en coulisses jusqu'ici, c'est maintenant assumé publiquement aux yeux du monde. Il y a cette vidéo qui tournait en boucle derrière vous il y a quelques instants, un message de 4 minutes de Benyamin Netanyahou qui a expliqué aux Israéliens et à ceux qui voulaient bien l'entendre que demain, il faudra compter sur eux, sur ces territoires. Oui, mais en réalité, non seulement il y a l'identité politique du gouvernement israélien qui est bien connue quand même, qui est un gouvernement d'extrême droite, qui a une vision expansionniste, fondée sur une lecture particulière de la Bible, la Torah en tous les cas, et qui donc légitime cette vision d'un grand Israël qui inclut de facto Gaza, la Cisjordanie, à minima. Le projet n'est pas nouveau, c'est pas ça que je voulais dire. C'est qu'on a le sentiment qu'il y a un verrou qui a sauté ces dernières semaines, sûrement aidé par Donald Trump et sa vision de la situation au Proche-Orient. C'est ça, effectivement, s'il y a eu un glissement de cette nature du point de vue rhétorique, il date de l'élection de Donald Trump qu'espérait le Premier ministre Netanyahou, en ce sens où celui-ci est plus qu'un allié inconditionnel d'Israël. Il s'aligne mécaniquement sur la vision israélienne du conflit israélo-palestinien. Et à partir de là, non seulement les États-Unis n'assument plus du tout, alors non seulement officiellement, mais aussi de facto, une sorte de rôle d'arbitre qu'ils essayaient d'incarner de manière assez fictive. Mais plus encore, aujourd'hui, il y a un soutien total à Israël sur le plan diplomatique, politique et militaire. Et dès lors qu'il n'y a plus aucun contre-pouvoir à la vision et à l'action israélienne, on ne voit pas très bien ce qui pourrait, d'une certaine manière, modérer à la fois le discours et l'action israélienne. Et c'est en cela qu'on a là ce caractère spectaculaire à la fois du discours et des visées israéliennes. C'est parce que l'hubris peut s'exprimer totalement eu égard à une situation internationale marquée par l'absence totale d'une réaction qui prendrait la forme de sanctions. Parce que les réactions, elles existent sur le plan, là aussi, discursif, rhétorique. La France
condamne, l'ONU aussi. Pour les condamnations, il n'y a pas de problème. Ouais. Pour le reste, là, c'est plus compliqué. L'Union européenne se dit préoccupée. Alors, est-ce que c'est vraiment un mot adéquat ou eu égard à la situation catastrophique sur le plan humanitaire que vivent les Palestiniens de Gaza? Il y a un décalage entre, encore une fois, ce type de posture et une réalité qui est marquée à la fois par la violence, l'écrasement d'une population. Je rappelle que l'État d'Israël est poursuivi devant la Cour internationale pour génocide, que son Premier ministre, Benjamin Netanyahu, est lui-même poursuivi devant la Cour par un mandat pénal international délivré par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Et en dépit de la gravité de ces accusations, il y a une forme de normalité entre l'essentiel des pays occidentaux et Israël. Et tant que cette normalité sera la principale caractéristique des relations avec Israël, il n'y aura pas de levier pour faire évoluer cette hubris qui s'exprime devant nous dans un sens qui irait précisément dans le sens du respect des droits fondamentaux des Palestiniens. Et vu tout cela